Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de ce soir, je vous raconte une histoire de meurtre non résolue. C'est celle de la mort mystérieuse de la jeune Magali Parr, une jeune mariée de 19 ans, qui décédera dans des circonstances étranges en mars 2001. Cette affaire commence le mardi 27 mars 2001 dans le village de Vulbens en Haute-Savoie, non loin de la frontière avec la Suisse, au pied du Vuache. Il est 11 h du matin et un jeune homme qui habite une ferme à proximité à une centaine de mètres environ part en quête de quelques champignons. Sur sa route, il verra au loin ce qui, au premier abord, ressemblait à une branche d'arbre ressemblant étrangement à un bras à une main. Curieux, il se rapproche. Et il pensera en second temps que c'est un mannequin que l'on aurait déposé là et auquel on aurait mis le feu. Mais il veut être sûr et certain de ce qu'il voit. Alors il se rapproche encore et se rend compte que non, ce n'est pas un mannequin. C'est un bras humain et une main humaine, à moitié carbonisée. Il retourne à la ferme et appelle les gendarmes qui arrivent assez vite, même si au départ ils pensent peut-être à une très mauvaise blague. Mais non, eux aussi en se rendant sur place s'aperçoivent que oui, il est bien le corps d'une personne, une jeune femme, à moitié dénudée et en partie carbonisée. D'autres gendarmes arrivent, la police scientifique également, et les premiers indices arrivent. On voit que là où le corps se trouve, rien d'autre n'est brûlé. Donc, le corps a été déposé ici après avoir été consumé. On trouve aussi des mégots de cigarettes. Ce sont des marocaines qui ne sont pas vendues en France, mais vendues en Suisse. On trouve aussi des emballages de barres de céréales, un couteau de cuisine planté dans un arbre, quelques bijoux éparpillés, ainsi qu'une bague, avec à l'intérieur 2 inscriptions, Magali et Geoffrey. À 300 mètres du corps, on trouve un jerrycan d'essence vide dans un conteneur. Il n'y a pas de sac à main, pas de téléphone portable, donc rien qui puisse aider la gendarmerie à identifier la victime. Il faudra quelques jours pour identifier formellement la victime. Il s'agit de la jeune Magali Parr, 19 ans, récemment mariée à Geoffrey, qui a reporté sa disparition le 26 mars 2001 au soir. Une autopsie est pratiquée sur le corps. Alors on découvre 12 fractures, donc elle aurait été frappée assez violemment, mais étant donné l'état du corps et le fait que le corps a été brûlé pendant plusieurs heures, il se peut que certaines fractures soient le résultat de la crémation. On fait également une prise de sang au corps et on découvre que dans son organisme il y a une dose massive d'anxiolytiques, au moins presque une boîte entière d'anxiolytiques et des anxiolytiques assez puissants, alors que la jeune Magali ne prenait aucun traitement médicamenteux, en tout cas de ce genre. Donc les gendarmes vont tenter de remonter le cours des événements et savoir ce qu'il s'est passé le jour précédant la découverte de son décès, soit le lundi, voir ce qui s'est passé aussi le dimanche. Ils vont d'abord se renseigner sur la téléphonie et se rendre compte que le téléphone de Magali n'émet plus à partir du dimanche soir et n'émettra plus jamais. Elle se lève donc le 27 mars à côté de son mari aux alentours de 6 h du matin. Elle va préparer le petit déjeuner de son époux et quand lui part au travail, elle lui dira qu'elle va juste se rendre à pied chercher des cigarettes. À 10 h du matin, elle devait revoir son beau-père à la maison, je crois pour qu'il fasse quelques petits travaux, mais ce dernier va dire qu'il n'aura pas vu Magali ce matin-là. Il faut noter que Magali et Geoffrey, tous les deux n'ont pas de véhicule, donc ils ont l'habitude soit d'être amenés
au travail par quelqu'un et Magali a l'habitude d'aller à son travail qui est caissière au Bricorama, de s'y rendre simplement à pied. Et ce jour-là, du coup, elle part acheter des cigarettes accompagnée d'un petit chiot qui a peut-être quelques mois dans le village voisin, peut-être à un quart d'heure de marche. Les gendarmes vont chercher des témoins et 3 témoins vont dire qu'ils verront entre 9h et 11h30 Magali dans le village de Saint-Genis-Pouilly, donc à 9 km de chez elle. Donc ça par contre elle l'aurait pas fait à pied, surtout avec un chiot. Donc ça veut dire que quelqu'un l'aurait conduit chez elle. Mais nous verrons que ces témoignages, quelques mois plus tard, s'avéreront être assez flous et peut-être pas forcément pertinents étant donné que ce sont des témoignages oculaires. Après la téléphonie et son emploi du temps, c'est son compte bancaire qui sera exploité. Et les gendarmes vont se rendre compte qu'aux alentours de 13h à Saint-Genis-Pouilly, à plusieurs reprises, il y aura des tentatives, donc à midi, d'un retrait de 20 francs, oui on est en 2001 donc c'est à peu près 3 €, et une autre tentative de retrait de 300 francs, soit 40 €, jusqu'à une tentative de 2000 francs, c'est 300 € je crois. Tentative qui s'avère en vaine et la carte se fera avaler par le distributeur. Mais par la suite, je ne sais pas si c'est juste après ou pas, je n'ai pas l'heure exacte, j'ai pas l'heure pour ce retrait-là. Et au même CIC, c'est la carte de son conjoint que Magali avait sur elle qui sera utilisée. Et là par contre, le code sera bon du premier coup et un retrait de 200 francs serait effectué. Donc ça sous-entendrait que Magali était peut-être déjà décédée avant que les premiers retraits sur sa carte qui se sont avérés infructueux soient faits. Pour les gendarmes, il y a donc 3 scènes de crime. La scène où le corps a été déposé avec les objets éparpillés, le jerrycan, les emballages, etc. La scène où le corps a été brûlé, qui aujourd'hui encore n'a pas été identifié. Et la scène où Magali s'est fait enlever et assassiner. Scène de crime qui non plus n'a pas été découverte. Alors, le procureur de l'époque, enfin la procureure je crois, de l'époque, ne va pas tout de suite se tourner vers la famille, mais va prendre la piste de marginaux de rôdeurs, par exemple. Il y a, je crois, dans le village, un squat qui est assez fréquenté par quelques marginaux. Et évidemment, ces derniers seront interrogés parce que les gendarmes pensent peut-être que c'est là que le corps a été brûlé, mais ils ne trouvent pas de traces. En tout cas, pas de traces de combustion d'un corps humain. Ensuite, 2 jours plus tard, le chiot avec lequel Magali a disparu réapparaît dans le village de Crozet, à 10 km environ du domicile. Je vous mettrai une petite photo de Google Maps. On le retrouve, mais il n'est pas fatigué, il n'est pas sale, il n'est pas affamé, alors qu'il avait plu les 2 jours précédents. Et en plus, le chien est parfumé avec l'eau de toilette de la jeune femme. Donc soit les personnes qui l'ont assassiné sont rentrées dans sa maison et ont pris le flacon, soit peut-être qu'elle avait une petite dose dans son sac à main. On va apercevoir, même si la gendarmerie ne va pas faire plus d'investigation que ça sur le chien, qu'il y aura des genres de traces de frottement sur le cou, comme si que le chien avait tenté de se débattre pour sortir d'un collier ou d'une leste ou d'une corde. Alors, ce n'est que 2 ans plus tard,
sans que la gendarmerie trouve de pistes nouvelles, que l'on va suspecter les membres de la famille, donc bien entendu son époux. Alors je vais revenir un petit peu sur leur rencontre entre Magali et Geoffrey. Donc ils se rencontrent pendant la finale de la Coupe du Monde en 98, quand la France a remporté la coupe. Et c'est le zing. Ils s'installent assez vite tous les deux. Elle a 16 ans et lui il en a 20. Donc ils vont pas se mettre tout de suite en ménage dans la même maison, mais ils vont attendre qu'elle soit majeure. Mais enfin, oui, ils vont attendre qu'elle soit majeure. Et il faut aussi savoir que la mère de Magali ne va pas... Parce que la mère a appris que Geoffrey a eu quelques petits soucis de coups portés sur une ex-petite amie. Donc il a passé quelques jours, je crois, dans une prison en Suisse. Mais Magali aime Geoffrey. Et puis dans une interview, Geoffrey dira que ces quelques jours qu'il a passé en prison lui ont servi de leçon et qu'il s'y reprendra plus en fait. Il faut savoir aussi que dans le passé de Geoffrey, il y a un passé de violence. Il dira, je mettrai en barre d'infos l'interview dans laquelle il a parlé. Donc c'est la zone d'ombre, si vous voulez regarder celle-ci. Où il dira que son père était quand même assez violent avec lui, ce qui lui a valu d'être placé dans un foyer pour sa propre protection. C'était pas pour le punir lui. Donc ils emménagent ensemble dans le village d'Ornex. Donc c'est dans l'Ain. En fait c'est la frontière entre le Rhin, l'Ain et la Haute-Savoie. Donc ça explique aussi le peu de couverture médiatique qu'il y a eu à l'époque, étant donné que c'est une zone assez éloignée et vraiment à la limite en fait entre deux départements. Et Geoffrey et Magali se marient 3 mois avant qu'elle disparaisse et avant qu'on retrouve son corps. Et donc c'est après ces 2 ans d'absence d'investigation poussée. En tout cas, vous verrez, je vous mets le lien avec toutes les vidéos que j'ai pu regarder, qui a eu beaucoup de critiques sur cette affaire. Il faut savoir que quelques mois plus tard, du coup, on est en 2001, donc il y a eu le 11 septembre, et il y a eu l'affaire Flactif, qui était aussi en Haute-Savoie, je crois me souvenir, et qui par contre, elle, s'est avérée être exemplaire, même si, je vais pas jouer avocat du diable, mais c'était pas les mêmes circonstances, c'est-à-dire que l'affaire Flactif, c'était dans un intérieur et l'affaire Magali Parr c'était un endroit en extérieur, et si on suit ce qu'ils ont dit, ils ont bien sous-entendu qu'il avait beaucoup plu, même si ça explique pas plusieurs manquements à mon sens, comme par exemple ne pas avoir fouillé les coffres des véhicules, étant donné qu'on a su assez vite que le corps a été transporté d'un point A, lieu de crémation, enfin plutôt d'un point B, lieu de crémation, à un point C, lieu où on a déposé le corps. Et on n'a pas, comme on voit, si vous regardez les séries, les films, il y a un ordre par lequel on passe quand on fait une enquête, c'est-à-dire que c'est la base, j'ai fait un petit stage en police aussi, la base c'est on cherche chez les proches, parce que statistiquement il y a plus de risques que ce soit un proche qui s'en prenne à vous qu'un inconnu. Du coup, si on enlève cette piste, c'est 85%, 86% de probabilité qu'ils s'envolent. Donc après, on peut se focaliser sur le reste. Et vous verrez aussi, si vous avez la curiosité de chercher un petit peu partout des informations, il y a des sites où ils vont dire qu'elle a été complètement habillée. Il y en a d'autres où il lui manquait des vêtements, d'autres, comme je dis moi dans mon explication, où ils l'ont trouvée juste en petite culotte. Donc, 2 ans plus tard, on va faire une analyse ADN des mégots de cigarettes, parce qu'il y a des sites où ils disent il y en a qu'un, il y en a d'autres, ils vont dire qu'il y en a 2. Et sur le mégot, ou les mégots, on trouvera l'ADN de Magali, et sur l'autre ou une partie de l'autre mégot, on va trouver un ADN masculin
qui, après analyse, ne va pas matcher. On se sert en tout cas pour l'ADN d'un logiciel qui s'appelle le CELVAC. C'est le système d'analyse des liens de la violence associée au crime pour faire des rapprochements entre plusieurs dossiers. Et ça marche au niveau européen. On va faire un lien avec l'Europe grâce au traité Prüm signé en 2005 en Allemagne. Et ça marche aussi avec la Suisse puisqu'il y a un accord avec eux pour que l'ADN circule dans tout le continent européen. Et ça n'a toujours pas matché. Et en ce qui concerne cet ADN, il y a en ce moment des comparaisons qui sont effectuées sur certaines personnes, mais les noms ne sont pas communiqués puisque l'instruction sur ce dossier est encore en cours. Donc il y a encore un secret aussi, ce qui est tout à fait normal. Au cours des investigations, on va faire venir des psychocriminologues, donc ce sont des analystes du crime, pour voir comment fonctionnent le ou les personnes qui ont tué Magali, qui ont envoyé son corps et qui l'ont déposé. Et ils vont interpréter tout ce qui a été découvert sur la scène du crime comme une sorte un petit peu de mise en scène, c'est-à-dire le jerrycan a quand même été déposé là de façon, on va dire, je dirais pas plus qu'évidente, mais la personne qui a brûlé le corps ailleurs ne l'a pas gardé avec elle et l'a déposé dans un endroit précis. Vous verrez sur les... C'est pas sur tous les sites que j'ai vu qu'il y avait de l'emballage, de couteau, tout ça. De toute façon, je mets à peu près tout ce qui m'a servi à faire les recherches en barre d'infos. Ensuite, qu'il y a beaucoup de cérémonial là-dedans. Peut-être même dans la façon dont le corps a été déposé. Alors, j'ai pas la position. Il y a des sites où ils ont mis les photos de la scène de crime, mais j'ai pas envie je me permettrai pas en fait de le mettre parce que je me dis c'est peut-être qu'en noir et blanc, mais je crois qu'on voit un morceau du corps et j'ai pas envie que vous voyez ça. Si vous voulez voir, vous irez voir de vous-même, mais je vous montrerai pas ça. Ensuite, il y a une volonté certaine, probable, de découvrir le corps. Étant donné qu'il a été déposé sur un chemin quand même pas difficile d'accès, mais un chemin qui est à proximité d'une maison. D'ailleurs, c'est grâce à ça que les gendarmes ont pu déterminer à peu près l'heure à laquelle auquel le corps a été déposé, puisque les habitants de la ferme ont des chiens, et les chiens ont aboyé entre 2 h et une autre fois à 5 h du matin. Donc soit la personne a déposé le corps à 2 h et est revenue à 5 pour peut-être vérifier, ou peut-être même faire la mise en scène. Alors que son corps en fait aurait pu être dissimulé n'importe où, même peut-être être détruit. Surtout que quand il y a eu l'autopsie, on a su que le corps a été brûlé plusieurs heures, donc il y a peut-être eu une volonté de destruction inachevée. Ce qui montre pas une préparation, mais qu'il fallait avoir un cheminement de pensée. C'est-à-dire enlever Magali, la tuer, si elle était tuée à l'extérieur de chez elle, parce que son conjoint a fait partie des suspects. Malheureusement, il est décédé en 2018. Ensuite, on est allé ailleurs pour brûler le corps plusieurs heures. Alors, l'autopsie va laisser penser que on l'a brûlé dans un petit espace, donc soit un bidon ou peut-être une baignoire. Après, moi, j'aurais peut-être pensé aussi s'il y avait eu à l'époque des anciens crématoriums qui étaient fermés. Un crématorium, c'est à l'écart des villes en général, c'est pas en plein milieu, c'est à la périphérie. C'est des coins assez tranquilles où les gens vont rarement. En 2001, il n'y avait pas d'urbex, en tout cas pas au niveau auquel on est aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle aurait pu être brûlée là. Mais le lieu de dépôt du corps et peut-être même le lieu de sa combustion, qui n'ont pas été découverts, même le lieu où on l'a tué,
ça montre que la personne connaissait le coin. Donc c'est pas forcément le rôdeur, ce qui est assez rare, hein. Des tueurs rôdeurs, c'est plus rare qu'on ne le croit. On a l'impression d'en parler tout le temps, mais il n'y en a pas tant que ça. Après, il y a la piste du tueur en série, par exemple. Mais il semble qu'elle n'ait été reliée à aucune affaire. En tout cas, le mode opératoire en lui-même est assez singulier, il n'y a pas de correspondance. Même si c'est pas la première personne dont on retrouve le corps en partie brûlé en forêt ou à proximité d'un champ. Je crois que j'ai fait une autre, j'ai parlé d'autres affaires du même type sur ma chaîne, en tout cas sur TikTok. Et depuis avril 2019, c'est une nouvelle fois l'OCRVP qui s'occupe de l'affaire, étant donné que c'est une affaire complexe où il semble que presque toutes les pistes ont été exploitées, et l'OCRVP dispose en fait d'autres moyens d'investigation et va quand même fouiller l'ensemble du dossier à la recherche de nouvelles pistes. Et c'est grâce à eux du coup qu'on va découvrir l'ADN masculin sur les mégots de cigarettes. Donc c'est vraiment très très récent, puisqu'en 2001, même 2005, les méthodes d'analyse ADN n'étaient pas si poussées que ça, et il y a eu de grosses avancées technologiques en matière d'investigation, en particulier sur l'ADN, et c'est peut-être grâce à ça qu'on va découvrir qui a tué Magali Parr. Alors, comme j'ai dit précédemment, il y a eu beaucoup de critiques sur l'affaire, hein. Par exemple, on n'a pas tout de suite soupçonné les proches, alors que son mari, pourquoi est-ce qu'il y a travaillé le lundi matin alors que c'était son jour de repos, par exemple. Ensuite, son beau-père aurait pu faire partie des suspects puisqu'il était censé la voir à 10 h du matin ce jour-là. Selon les dires de Magali, donc là je marche un petit peu sur des œufs, mais je ne vois pas pourquoi elle aurait menti. Elle aurait dit que certaines de ses lingeries ont été offerts par son beau-père, mais elle avait peut-être pas l'air de prendre ça pour, je sais pas la provoque, mais une volonté de se rapprocher d'elle en fait. Elle le voyait plus comme un deuxième papa en fait, peut-être. Aussi qui pose question, c'est pourquoi la carte de Magali n'a pas fonctionné du tout, à contrario de la carte bancaire de son conjoint qui, elle, a fonctionné du premier coup, mais pour une somme très modique. Parce que 200 francs, c'est 30 €, autour des 30 €. Et pareil pour les témoignages que j'ai parlé précédemment, entre 9 et 11 h 30, les 3 témoins, en fait son père va se rendre à Saint-Genis-Pouilly avec la photo de sa fille, et les personnes ne vont pas forcément reconnaître formellement Magali, une jeune blonde avec un petit chiot. Alors que au contraire des gendarmes qui vont penser tout de suite qu'elle était bien vivante à ces heures-ci, et donc on fait les investigations à partir de Saint-Genis-Pouilly. Mais en même temps, quand on y regarde bien, les cartes ont été utilisées ici. Donc ça voudrait dire qu'elle s'y est peut-être rendue, ou que la personne qui s'en est pris à elle vit dans cette zone-là. Donc on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'éléments et que trouver là où les personnes qui lui ont fait ça serait simple, mais on ne sait pas. C'est étrange qu'il n'y ait pas eu tant de pistes que ça, alors qu'il y a pas vraiment un mode opératoire, mais elle a pris des coups, le décès est dû à une hémorragie interne, on l'a brûlé plusieurs heures sans que personne ne remarque rien. Donc c'est dans un endroit fermé, ou peut-être dans un endroit où on s'attendait de voir de la fumée. Après tout, on est en mars, je sais pas quelle température il faisait ce jour-là, mais les gens n'ont pas tilté de voir un petit panache de fumée s'élever dans le ciel. Donc voilà.
j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette affaire. J'ai choisi au départ, en fait, j'ai regardé énormément de vidéos, enfin d'émissions qui en parlent de cette affaire. Donc il y a des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure, comme par exemple tous les indices découverts sur scène de crime, il y a que 2 ou 3 sites qui en parlent. Enfin 2 ou 3 vidéos pardon qui en parlent. Donc j'espère que ça vous donne une idée, enfin, ça vous permet pardon de vous faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Peut-être en regardant les autres vidéos, les autres émissions, d'émettre peut-être une critique sur ce qui s'est passé, puisque je vous l'ai dit plusieurs fois que l'affaire en elle-même a été beaucoup critiquée parce que certaines personnes ont estimé que les gendarmes ont pas mal fait leur travail, mais ils ont fait exactement ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire pas agir la scène de crime tout de suite. Il y a eu beaucoup de mouvements, donc peut-être des traces qui ont été effacées, comme par exemple les traces de pneus. Il en restait peu, alors que peut-être il y en avait une bonne grosse ligne droite. Voilà. Donc j'espère que cette affaire vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air et peut-être un partage si vous en avez envie, ça me ferait plaisir. Donnez vos avis en barre des commentaires. Et j'espère sincèrement que cette affaire aura une fin, que un jour l'ADN va matcher et qu'on va découvrir le fin mot de cette histoire. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit et à la semaine prochaine.